Merci tout d'abord, cher Patrick, d'avoir accepté notre invitation à venir inaugurer un jeudi notre cycle de conférences du mardi qui installe cette année dans notre école le nouveau master transformation des situations construites développé par Patrick Rubin, Paul Landauer et moi-même. À cette occasion, nous avons invité architectes, paysagistes, artistes, philosophes, historiens ayant exploré le réemploi ou le détournement des situations construites à venir présenter leur démarche. Il se trouve que votre travail, Patrick, par son éthique, illustre de manière particulièrement pertinente le cœur de nos préoccupations. L'action de transformer met en effet au premier plan la question de l'économie de moyens. Transformer, vous dites, c'est en faire le moins possible, mais le faire avec justesse. La transformation des situations construites pourrait être racontée dans votre travail à l'aide d'un inventaire à l'après-vert. Si? Non? Alors, faire d'un four crématoire un cirque, faire d'une piscine une aire de jeu, faire un musée hors les murs, sans murs, faire des projets de reconversion de friches industrielles en centres culturels, dans lesquels vous avez à cœur de préserver l'esprit du lieu, c'est-à-dire de rassembler l'immatériel et le matériel, faire des projets éphémères ou itinérants, qui célèbrent souvent les arts vivants et occupent les délaissés des villes. On peut également évoquer la transformation des procédures à travers votre travail plus récent sur la question du logement, dans lequel vous refusez la tabula rasa. Vous mettez en place une démarche de démocratie participative. L'homme se retrouve alors à nouveau au centre de l'architecture. La question de la transmission, enfin, et qui n'est pas des moindres aujourd'hui, donner, recevoir et rendre. Vous dites que l'architecte est un passeur. À l'occasion de la Biennale d'architecture de 2006, avec votre projet Metavilla, vous avez donné la parole à de jeunes architectes. Le collectif existe, qui sont en partie des anciens étudiants de notre école, et que nous allons d'ailleurs recevoir en tant que conférencier le 25 novembre prochain. Vous avez donc transformé à cette occasion le pavillon français de la Biennale des Giardini et de la Biennale de Venise en lieu d'exposition, en lieu de vie, ce lieu d'exposition en lieu de vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 mois entiers. Encore une fois, vous préférez le vivant à l'inanimé, l'homme à l'objet architectural. Et je finirai volontiers cette introduction à l'aide de votre ritournelle. Vous voulez la dire? Consolider plutôt que réparer. Ah non, mais moi je voulais... Réparer plutôt que restaurer, restaurer plutôt que refaire, et refaire plutôt qu'embellir. Merci. Ben, merci. Alors on va faire un exercice en vraie grandeur d'une architecture vivable. Moi je pense que cet amphithéâtre n'est pas vivable. Alors il y a 2 raisons. La première, c'est que je ne vois pas le visage de la dernière personne et peut-être que vous ne vous voyez pas entre vous. Donc ça pose un problème, c'est-à-dire que vous vous voyez moi, vous me voyez, et vous ne vous voyez pas. Éventuellement, vous pouvez vous toucher pour ceux qui sont proches. Et donc quand je vais vous donner la parole tout à l'heure, ça va être très compliqué parce que voilà, je vais être seul face à vous. Donc on va faire un exercice. Pour la moitié de cette salle, vous allez vous retourner. Et on va faire ce qu'on appelle un espace bifrontal. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au parterre vont prendre leur siège et le faire pivoter à 180 degrés pour regarder ceux qui sont sur le gradin. Voilà, donc ça a introduit un petit peu de désordre, on pourrait le dire. Ça a fait, vous avez vu, ça fait du bruit. En fin de compte, c'est assez rapide. Ça veut dire qu'on peut changer donc, complètement l'ambiance d'un lieu avec très peu de moyens. Et le fait que vous regardiez
et que moi-même, je vais devoir faire l'effort de passer donc de ma gauche, ce qu'on appelle donc au théâtre le jardin, à court, comme ça, ça va m'obliger d'abord à faire très attention à qui vous êtes, et peut-être à mieux vous regarder, et vous allez vous regarder. Et c'est un peu ce qui existe dans l'espace scénique du cirque, ce qui fait que vous ne voyez jamais un spectacle au cirque sans voir le numéro qui s'appuie sur un public. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne peut pas y avoir de numéro de cirque qui n'aurait pas comme fond un public qui serait comme vous émerveillé. C'est-à-dire que c'est en regardant l'autre au cirque que vous allez comprendre que peut-être un autre que vous a la même émotion que vous. Et donc c'est d'être ce un, donc cet individu qui est donc la plus belle chose qui soit dans l'humanité, c'est d'être un, donc d'être le sujet. Mais en même temps, vous ne pouvez pas être un sujet individualiste, au sens d'être replié sur vous-même. Vous êtes un parmi d'autres, et en même temps, vous ne pouvez pas, de tous ces autres, en faire un commun. Donc ça va être très compliqué. Il faut être en même temps tout le temps seul pour pouvoir faire une chose, et vérifier si, en étant seul, on rencontre quelqu'un d'autre qui pense comme soi, ou éventuellement qui pense un peu comme soi, et cet acte, disons, de se réunir avec un autre, c'est ce qu'on appelle faire société. Donc il n'y a pas d'architecture s'il n'y a pas un petit moment comme ça de société qui se crée. Alors ça peut être un petit groupe qui lui-même après entraîne un autre groupe, et ainsi de suite, ou peut-être même un autre groupe qui conteste le premier groupe, et c'est parce qu'il conteste le premier groupe que va s'installer l'alternance de la pensée, et éventuellement le retour critique de ce que vous aurez imaginé. Et donc vous allez vous nourrir de la critique de l'autre, et non pas vous opposer à l'autre. C'est l'autre, par la critique qu'il va donner, qui va vous enrichir. Donc c'est la ritournelle, en partie, que donc, tout à l'heure Isabelle a donnée. La première, c'est donner, recevoir et rendre. Hein, c'est une grande définition qu'un anthropologue français, enfin, un sociologue anthropologue, Marcel Mauss, a donnée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre sans donner. Mais ce qui compte quand vous donnez quelque chose, c'est la façon dont c'est reçu. Et quand vous avez reçu quelque chose, vous ne pouvez pas le garder, vous ne pouvez que le rendre. En fin de compte, c'est cet échange permanent dans la vie donc humaine, et donc qui crée la vie sociale. C'est que ce n'est pas du commerce, c'est un échange qui fait qu'un objet est chargé de quelque chose, chargé du sentiment de générosité de la personne qui donne, chargé d'un sentiment donc d'émotion de recevoir quelque chose d'un autre, et chargé donc d'une nouvelle générosité de quelqu'un qui rend ce qu'il a reçu. Et ça peut être pareil pour l'enseignement. Et moi, aujourd'hui, je viens vous voir, je vous donne quelque chose, vous allez le recevoir, vous allez le digérer, et vous le restituerez absolument pas comme je vous l'ai donné, et on pourrait s'amuser que parmi l'ensemble donc des participants de cet amphithéâtre, il y aurait peut-être 200 ou 180 perceptions différentes de ce que j'ai dit, et vous allez donc le restituer chargé de votre personnalité, et vous-même, vous allez donc nourrir quelqu'un d'autre, qui ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas ne pas être nourri de l'autre, et vous ne pouvez pas donc ne pas être un individu qui nourrissait l'autre. Voilà, donc c'est ce mouvement d'aller-retour qui devrait faire de l'architecture. C'est-à-dire que l'architecture devrait être le produit de ce rapport. C'est pas sans cela, il n'y a pas d'architecture. Il ne peut pas y avoir ni d'objet, il n'y a pas d'œuvre sans cela. Alors ça paraît compliqué parce qu'on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de se dire que je ne peux me nourrir que de la pensée de l'autre, au sens où je ne pourrais exister que parce que je copie l'autre. C'est-à-dire que je tourne le dos à Patrick Rubin parce que, comme c'est le seul que je connaisse, c'est une façon de... Voilà. Donc, je me nourris tout le temps de l'autre. Donc, on pourrait dire, je suis tout le temps dans une situation de mimétisme. C'est-à-dire que je ne peux apprendre quelque chose que parce que je vois quelqu'un d'autre le faire. Donc, je copie. En fin de compte, je suis un copieur. Et pourtant, copier, c'est interdit. Là, on dit tout le temps, copieur. Voilà, on ne peut pas copier. Mais est-ce que je peux regarder quelqu'un qui fait quelque chose,
me nourrir de ce qu'il fait, et éventuellement, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je reçois ce qu'il fait ou je regarde ce qu'il fait, et pourtant, au moment où moi je vais le faire, je ne le referai pas de la même façon de comment lui le fait, car je vais le charger de ce que je suis, voire éventuellement même m'obliger à contredire ce qu'il fait. Vous voyez, donc le mimétisme, ce n'est pas obligatoirement une copie au sens d'une similitude identique entre ce que je vois et ce que je vais faire. C'est en fin de compte, je suis nourri par ce que je vois. Donc c'est assez drôle. Vous allez donc être tout le temps dans une situation où, par envie de faire comme l'autre, vous habillez comme l'autre, vous comportez comme l'autre, dessinez comme l'autre, créez comme l'autre, vous allez donc vous nourrir de cela, et vous allez pourtant prendre un risque, c'est-à-dire de contester ce que vous avez vu chez l'autre. Hein, vous pouvez donc apprendre, on l'a bien vu, voilà, des tas de gens, mettons, font à manger, ce qui est quand même un acte premier pour l'humanité, et tout le monde ne va pas dans une école de gastronomie pour apprendre à faire à manger. Donc c'est en voyant son père, sa mère, voilà, un groupe en train de faire les choses que lentement vous apprendrez à faire à manger. Pour l'agriculture, c'est pareil. Il n'y a pas de cours ou d'école d'agriculture. C'est en regardant quelqu'un faire et en le regardant dans le contexte dans lequel il faisait la chose qu'on pouvait comprendre que voilà, les saisons, le climat, la façon de faire permettaient... Alors donc vous allez copier et en même temps contester, ce qui fait que c'est assez drôle, vous allez expérimenter. C'est-à-dire que vous n'allez pas bêtement dire, ben voilà, je regarde et je fais pareil, mais vous allez tendance, à un moment donné, dire, tiens, en fin de compte, je vois que quand il cuit les choses, il met le feu doux, pour que, mettons, que la chose cuite, je sais pas, rissole lentement, mais vous allez quand même prendre un petit risque un jour de faire un feu un peu plus vif, éventuellement de brûler la chose, voire par inexpérience, vous allez peut-être laisser la chose se brûler, parce que vous n'avez pas bien vu la flamme qu'il fallait faire, et en goûtant cette chose brûlée, peut-être par hasard ou par inadvertance ou par insouciance, va faire que vous allez rapporter une nouvelle façon de faire la recette que vous avez vue. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez peut-être passer d'une viande bouillie à une viande grillée, par exemple. Alors, et pourquoi je fais ces exemples-là? C'est parce qu'on doit faire de l'architecture comme ça. Voilà. Alors, on pourrait se dire, le premier exercice là, que je vous ai fait faire, vous vous retournez. Est-ce qu'il faut mieux se dire, tiens, je vais faire l'analyse de tous les cirques tels qu'ils existent pour savoir pourquoi c'est comme ça, ou est-ce qu'on pourrait prendre tous nos chaises, et aller éventuellement dans un endroit vierge et mettre en place les chaises pour voir quel est le cercle qui est donc le plus adapté à un spectacle. Alors, est-ce que le diamètre du cercle va être donné, si moi je prends la parole, par, disons, l'ampleur de ma parole et la compréhension du dernier rang à la parole que je donne. Et si je rentre un animal dans le cercle, l'animal, lui, ne parlera pas, mais il fera donc, mettons, certains gestes qui risqueraient peut-être d'être violents pour ceux qui sont au premier rang, et lentement, le cercle va se faire de telle sorte que le cheval, le singe ou le chien puisse éventuellement tourner sur la piste. Vous allez voir qu'à un moment donné, donc, ce n'est pas la peine de prendre un mètre pour mesurer que c'est un 13,60 m qui va faire le diamètre de la piste du cirque, mais c'est simplement peut-être la longe du cheval, c'est peut-être le rapport du dompteur ou du prestidigitateur à l'espace et au public qui va faire que ce diamètre fait 13,60 m. Alors on pourrait se dire, pourquoi 13,60 m ou pourquoi entre, on va dire, 12 et 15 mètres, parce que 13,60 m c'est au milieu. Alors après, on peut en effet remonter et se dire, tiens, je vais regarder quel est le diamètre, admettons, de, je sais pas, la chapelle ou du théâtre ou de la coupole d'un lieu que j'ai visité en Italie, en Asie ou éventuellement à Saint-Denis. Je vais vérifier. Et vous allez vous apercevoir que le 12,60 m ou le 13 m est assez courant. Donc on pourrait dire que
intuitivement, peut-être sans avoir reçu un cours de quelqu'un qui aurait dit voilà, il faut que ça soit 13,60 m, intuitivement les hommes, donc on définit un diamètre, et peut-être vous allez vous rendre compte que ce diamètre correspond à peu près à l'œil, ou à la visibilité, ou au fait que je peux voir l'humidité de la paupière, ou de l'œil, la sensibilité de la lèvre éventuellement, et donc du coup c'est plus facile, voilà, de savoir que si je parle, je vois que quelqu'un m'écoute, par exemple. Et vous allez percevoir que ça, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est la même chose. Vous allez aller en Afrique, vous allez en Asie. Donc il y a bien des règles comme ça générales, qui ne sont pas des règles dogmatiques au point qu'elles sont imposées de manière coercitive. Ce sont peut-être des règles dogmatiques au sens que ça relève d'un dogme, d'un mode de vie, si vous voulez, et que ce mode de vie dépasse peut-être les cultures, et que peut-être ces choses qui dépassent les cultures, mais qui sont arrangées ou aménagées à la marge par les cultures, c'est ce qui est notre commun. C'est ce que nous avons en commun. Donc on peut dire que ce comportement individuel que chacun aura face peut-être à ce rapport de parler à un autre, il y a un en commun. Donc on pourrait dire que le dissemblable de notre société, le dissemblable de ce qu'est chacun, il y a quelque chose dans le dissemblable qui peut devenir commun. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, voilà, qui ne peut pas être considéré comme n'appartenant pas à l'humanité, à notre commun. Comme vous allez faire ce métier donc d'architecte, et que ce métier est un métier quand même qui va au-delà d'une vision peut-être corporatiste, voilà, du rôle de l'architecte ou du titre que peut porter quelqu'un en s'appelant architecte, vous allez percevoir quand même que tout ce qui vous entoure, de près ou de loin, touche à l'architecture. Voilà, que tout bâtiment, tout espace public, éventuellement, même toute ruine, tout acte d'observation archéologique et tout, relève d'une humanité qui a construit, éventuellement donc d'un passé qui vous est transmis, pour morceaux ou quelquefois en bon état, et que vous-même, vous allez rentrer dans ce mouvement, parce qu'il y a donc un avant vous, hein, vous n'arrivez pas pour faire la table rase, il y a un avant vous, et puisqu'il y a un avant, il y aura donc un après vous, et vous serez donc un morceau de ceux qui auront constitué cet avant pour ceux qui viendront après vous. Donc vous voyez, c'est que vous allez donc porter une responsabilité très grande, c'est que vous allez corriger cet avant, parce qu'il ne correspond peut-être plus tout à fait à un mode de vie momentané, mais il pourra peut-être par un cycle de retour revenir à un moment donné sur un comportement antérieur pour être remis à l'épreuve de la réalité, et après vous allez vous-même modifier quelque chose, le transformer, et en le transformant, vous allez donc le transmettre à quelqu'un qui fera la même chose. Donc vous avez une responsabilité assez grande qui est de respecter donc le passé, et en même temps une responsabilité très grande parce que vous préparez l'avenir de quelqu'un d'autre qui viendra après vous et qui ramassera ce que vous avez fait. Donc tout acte que vous allez faire donc, est très fort. Alors c'est pour ça que j'ai appelé donc, cette conférence « Réparer plutôt que démolir ». Parce que, voilà, plus que jamais peut-être, mais dans toute l'histoire comme de l'humanité, c'est arrivé souvent, très souvent, l'acte, voilà, on pourrait dire l'acte violent, ou l'acte barbare, ou l'acte inculte, on pourrait dire, c'est un acte de démolition. C'est un acte de négation de ce qui a été fait avant, au prétexte que voilà, ce qui a été fait avant n'a plus lieu d'être, et qu'éventuellement il n'y a plus de commun possible pour se projeter dans cet avant, et donc on a tendance à faire ce qu'on appelle la table rase et la négation, c'est-à-dire de dire en gros, c'est pas la peine de laisser une trace de ce qui a été fait avant, car moi, à l'époque où je vis, je pense que cette trace ne doit pas être transmise, je prends seul la responsabilité de faire la table rase. Et comme là, vous allez rentrer dans une période donc très positive, contrairement à certains avis qui pourraient être négatifs, vous allez perdre une grande perturbation, une grande, disons, reconfiguration du monde, puisqu'on a une vision plus globale du monde que ceux qui étaient là avant vous, et que cette vision globale, elle est compliquée, parce que par toute vision globale, il y a un point de vue globalisant qui aurait tendance donc à uniformiser la globalité. Vous allez rentrer dans un monde plus divers que le nôtre,
puisque voilà, il y a donc une circulation plus grande des idées. Et le risque donc de cette grande diversité, c'est que la diversité introduise donc un désordre non maîtrisable, et que donc on a tendance à ce moment-là à être autoritaire ou à vouloir, disons, de manière totalitaire, à remettre le tout dans un monde global. Donc du coup, vous allez rentrer dans un moment où vous allez être nourri d'un en commun qui est un en commun plus large peut-être que celui que nous on avait. Et donc vous allez tout le temps vérifier si cet en commun est un commun possible, un monde plus large, et en même temps, est-ce que cet en commun ne peut pas être plus enrichi de ces diversités que chacun donc, se trouve être dans ces 6 milliards d'autres, on pourrait dire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être un pas positif qui permettra donc de produire des choses. Alors j'ai appelé ça réparer plutôt que démolir, parce qu'on le voit, il y a toujours une tendance donc hégémonique à vouloir tuer son adversaire ou tuer la personne qui ne pense pas comme soi, et éventuellement donc annuler ce qu'elle est. Donc vous allez devoir réparer plutôt peut-être que de démolir, et voire peut-être même réparer plutôt que de construire, ou tout au moins en réparant vous construirez. Voilà, mais ça sera une vision moins visible peut-être de cet acte de construire. Vous allez devoir réparer parce que vous allez rentrer dans un monde où on va devoir peut-être plus économiser qu'avant les matières qui ont été transformées. Donc vous serez peut-être dans un monde où le réemploi reviendra comme une obligation, mais si vous regardez dans des sociétés anciennes, dans des toutes petites sociétés, ou des sociétés actuelles, mais qui relèvent d'un comportement ancien, et si vous allez dans une, je sais pas, mettons sur une île dans le Pacifique, voilà, dans les îles Tonga par exemple, il y a tellement peu de ressources ou tellement peu de matière qui peut arriver, donc il y a déjà là, comme il y a plusieurs milliers d'années, la nécessité du réemploi. Donc nous, après, on n'a pas réemployé, vous allez rentrer dans le réemploi, et ça c'est assez drôle, réutiliser les choses, c'est une chose qui a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Toujours. Et y compris même dans nos sociétés occidentales, encore peut-être jusqu'au XVIIIe siècle, on réemployait les choses. Donc vous allez rentrer dans une société où vous allez mieux regarder ce que l'on vous laisse, pour moins consommer peut-être de matière. Donc vous allez mettre plus de matière grise qu'on mettra de matière organique pour peut-être construire les choses. Donc vous allez utiliser l'emploi et peut-être que vous allez mieux regarder les choses que l'on vous lègue pour peut-être même pas les réemployer au sens de les déconstruire pour les reconstruire, mais peut-être pour les réemployer telles qu'elles sont, en considérant que tout espace est peut-être par nature reversible. C'est-à-dire que tout espace construit par l'homme est par nature réutilisable, et éventuellement même réutilisable dans son contraire, pas réutilisable. C'est pareil que pour le mimétisme, pas dans une réutilisation où on se dirait, eh ben voilà, c'était une salle de classe, c'était un immeuble de bureau, c'était un logement social, ça ne peut être donc que du logement, qu'un bureau ou éventuellement qu'une usine ou qu'un espace de commerce, mais peut-être que puisqu'il y a un toit, des murs et un plancher, peut-être que justement ce qui n'était pas fait pour être habité au sens où on l'entend, le logement à une hauteur sous plafond et à une décomposition spatiale qui correspond à un standard, peut-être que ce qui n'est pas fait pour être habité, un commerce pour devenir un logement, ou un logement pour devenir un commerce, ou un logement pour devenir un bureau et tout, peut-être qu'en regardant, vous allez vous rendre compte que cette différenciation fonctionnelle, ou cette différenciation corporatiste, ou cette différenciation peut-être dans des temps longs, il y aura peut-être des retournements, des reconversions dans des temps plus courts qui ne permettraient plus de démolir pour reconstruire ou éventuellement d'imaginer autre chose. Donc vous allez peut-être plus retrouver que réinventer. Vous voyez, ça ne diminuera pas votre imagination, ça, au contraire, ça devrait développer une imagination supérieure, mais vous allez plutôt vous trouver dans une situation où il faut retrouver ce que l'on a pour peut-être réemployer ce que l'on a d'une autre façon, avec un pouvoir d'imagination bien supérieur
à celui qui simplement se dirait, bon voilà, je me mets devant la feuille blanche et je dessine ou j'invente quelque chose de nouveau. Donc vous allez, c'est presque les mêmes mots, mais c'est une chose qui est très subtile. Alors c'est sûr que quand on est architecte et qu'on est habitué à croire que l'architecture, c'est un objet construit qui est isolé du reste, qui est identifié à son auteur et que l'image prime sur tout le reste, c'est sûr que quand je vous raconte ça, là, vous entendez dire, bon, bah, ou il est gâteux, ou il est à côté de la plaque, quoi. Je veux dire, il n'est pas sur le vrai sujet. Parce que c'est vrai que tout ce qui est fait aujourd'hui pour construire ne renvoie pas au comportement ou à l'analyse que je fais. Voilà, une revue d'architecture, c'est une revue d'image, donc c'est plus facile de montrer un objet construit et de l'identifier à son auteur que de dire, bah, voilà, il n'y a rien d'autre que quelqu'un qui se trouve dans un volume construit, puis une fois il est couché, puis une fois il est assis à sa table de travail, et donc une fois c'est un bureau, une fois c'est une maison. Donc ça va être compliqué parce que vous allez avoir tout ça qui va changer, les modes de représentation. Et il y a une autre chose qui va changer, c'est que si vous réemployez donc les choses, si vous transformez les choses, c'est de remettre au centre de tout cela une chose quand même qui est invraisemblablement, c'est invraisemblable qu'on l'ait évacuée, c'est ce qu'on appelle l'habitant. On ne peut pas dire que, voilà, pour faire du logement social, je réunis des habitants qui veulent habiter et je leur demande comment ils veulent habiter. Pensez bien que la personne qui va participer à cette réunion, elle ne peut dire dans un premier temps que ce qu'elle a déjà vécu dans un autre habitat. Elle ne peut pas rentrer dans un dialogue et tout. Mais si cette personne devenait une habitante active, elle serait peut-être dans sa pratique de l'habiter, elle le transformerait peut-être aussi bien que vous. Donc vous allez rentrer dans une période où peut-être que vous-même, vous allez vous placer, non pas en tant qu'architecte, je suis architecte, je construis pour des habitants, mais peut-être que moi, en tant qu'architecte, je suis moi-même un habitant de la Terre, et peut-être que si je regarde quel est mon désir, moi, d'habiter, c'est de dire, est-ce que je suis capable d'habiter ce que j'imagine? Est-ce que je suis capable d'habiter ce que je construis ou habiter ce que je répare? Car je suis moi-même un habitant, et peut-être que je suis un habitant peut-être un peu plus formé, peut-être pas beaucoup plus, mais un peu plus formé, et peut-être que je peux être le porteur de désirs d'autres habitants qui sont déjà des expérimentateurs d'habitation, puisqu'ils habitent déjà des endroits, des bureaux, des usines, des commerces, une rue et leur logement. Ils sont peut-être même eux-mêmes nourris, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une culture qui a fait que, voilà, c'est inné en eux, on pourrait dire, à tous ces habitants, voilà, toute la pratique. Ils sont peut-être même eux-mêmes d'origine culturelles qui sont très différentes de la vôtre, et donc peut-être que les modes de vie d'un Africain, d'un Algérien ne sont pas un handicap pour qu'il puisse rentrer dans le standard de l'habitation occidentale, mais peut-être qu'il est, par sa vision autre de l'habitat, il est peut-être la personne qui amènera à l'habitat occidental actuel ce plus que peut-être l'habitat occidental n'a pas. Alors, vous allez me dire lequel? Peut-être, par exemple, l'économie de moyens. On pourrait dire que peut-être que quelqu'un qui vient d'un pays émergent ou d'un pays pauvre est peut-être capable de vivre dans un standard, dans un confort énergétique inférieur au nôtre, dont peut-être ce confort mis de côté produira une qualité spatiale que notre confort ne donnerait pas. Vous voyez, disons, l'abus de réglementation dans le système occidental a peut-être nié la qualité spatiale. Voilà, et on en a un exemple dans cet amphithéâtre. En fait, compte, il fallait cet éclairage, il fallait cette sonorisation, il fallait le chauffage, il fallait l'absorption acoustique, il fallait la polyvalence de la paroi, machin, il fallait. Tout ça est mis côte à côte, si vous voulez, mais voilà, on pourrait très vite sortir de cet amphithéâtre et aller dans un théâtre antique ou dans un théâtre de la Renaissance et tout, et trouver à ce théâtre des qualités supérieures pour nous réunir, parce que peut-être ce théâtre que nous verrions ne serait pas perclus de douleur par une réglementation abstraite qui est que voilà, il faut des blocs de secours au-dessus des portes
et que quand on fera le noir, et que, imaginons qu'il y a un créateur qui veuille un noir complet, vous voyez, et que c'est parce qu'il y aura le noir complet que la lumière apparaîtra, peut-être que ces 4 blocs verts vont donc empêcher cette concentration sur le noir. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des scénographies pour des grands metteurs en scène, je sais pas, mettons comme Claude Régis ou comme Peter Brook, où la première chose qu'ils me demandaient, c'était de mettre du scotch noir sur ces objets. Alors on pourrait se dire, oui, mais pourtant, il y avait une très bonne intention. C'était qu'il fallait que les gens, en cas de panique, puissent sortir. Alors c'est sûr que c'est une très belle intention. On ne va pas faire une salle de spectacle pour que les gens meurent dans une souricière. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même se dire, et si avant le spectacle, on disait où se trouvent les sorties de secours, où se trouvent les issues, enfin, je veux dire, on peut penser qu'à un moment donné, on pourrait se préparer en cas de sinistre à pouvoir compenser le fait que ne voyant pas, on sache où sortir. Mais on pourrait se dire au même titre, à ce moment-là, que comme là, il y a 2 places handicapées, vous voyez, donc qui sont ici, là, à ma place, c'est parce que la réglementation dit il faut prévoir X places de règlement handicapé, mais il ne faut pas que ce soit donc discriminant. Alors l'idéal, ce serait qu'on les mette un peu de manière répartie dans la salle, mais comme c'est compliqué de faire monter un handicapé dans le gradin, on les met quand même devant. Et quand même, moi je pense que si j'étais handicapé, je trouverais ça assez discriminant d'aller m'asseoir là où il y a un siège voilà, handicapé. Si j'arrive, je suis handicapé, si je vois ces 2 salles, ces deux places libres, je vais aller m'asseoir à cette place-là où quelqu'un va me conduire en disant « mais je vois que là, vous avez des difficultés, mettez donc vous là ». Enfin, je veux dire, on pourrait recréer un dialogue, autre chose que d'avoir un pictogramme au sol. Et alors, pour peu que je sois aveugle, et sourd, ce qui est quand même aussi un autre handicap, hein, parce qu'il n'y a pas que l'handicap moteur. Alors où je suis, le bloc vert ne m'indique rien si je suis aveugle, mais je peux quand même aller au spectacle pour voir un spectacle visuel qui émet un son et en tant qu'aveugle jouir de ma présence parmi un collectif, car je suis un parmi vous et je veux entendre éventuellement mon collectif rire, même si je ne vois pas la chose qui fait rire, mais peut-être que j'entendrai une subtilité voilà, qui est supérieure à ce que je verrai. Donc ouais, mon aveugle en cas d'incendie, voilà, et le sourd. Voilà. Donc du coup, vous voyez, c'est une sorte de se dire, mais tiens, et si je regardais dans un autre pays, à une autre époque, comment ont été traités éventuellement cet handicap, et peut-être que cet handicap, à une autre époque, aurait été porté par son ami, aurait été peut-être complètement dans les gradins, voilà, porté par les bras de sa meilleure amie ou de son meilleur ami. Voilà. Donc vous voyez, c'est toujours, je fais exprès de faire des digressions comme ça parce que sans ça, on a l'impression qu'on ne sait pas où on est, quoi. Bon, c'est pas méchant, hein, mais quand je suis rentré avec Isabelle tout à l'heure, je dis tiens, c'est drôle, parce que moi je vais souvent des fois dans les prisons et autres, on pourrait dire que l'école est sur le plan carcéral. C'est comme si la passerelle était faite pour voir. Moi je comprends l'intention, si vous voulez. Je comprends qu'on puisse se dire, parce que si je reviens à ce que j'ai dit, bah oui, en effet, vous êtes vous décidez de faire de l'architecture. Moi, je dis que le plus important, c'est que vous soyez ensemble. C'est presque plus important que vos professeurs. Il vous faut des professeurs, mais il vous faut d'abord un bâtiment dans lequel vous vous réunissez parce que vous avez le même âge et que vous avez décidé de faire de l'architecture. C'est peut-être par cette réunion que vous allez créer le collectif qui fera de l'architecture par la suite. Alors, vous avez des professeurs en plus, mais on peut dire que s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas l'autre. Voilà, c'est presque ça qui est le plus important. Donc, on pourrait se dire, c'est normal qu'on ait fait des coursives parce qu'il faut se voir. Vous voyez, il faut peut-être qu'à un moment donné, le corps enseigné puisse mesurer ce qu'il est, où il est. Mais voilà, est-ce que c'est la même démarche que de dire dans une prison, je dois voir les coursifs pour voir les cellules, ainsi de suite. Peut-être que se voir, comme je l'ai fait l'exercice tout à l'heure, c'est peut-être une simple distance, par exemple. C'est pas une vision panoptique et tout de se voir. Voilà. Donc vous devrez tout le temps remettre en cause tout. Voilà, tout le temps. Mais pas pour empêcher de faire, mais au contraire pour faire plus facile. C'est ça la grande différence. C'est que vous devez tout le temps remettre en cause tout, non pas pour dire, eh ben, c'est pas possible, mais dire, en fin de compte, regardons, reposons bien la question, et peut-être qu'en la reposant autrement, et peut-être qu'en la reposant tous les jours, car c'est pas sûr qu'ayant résolu une fois quelque chose, le lendemain,
cette même question posée aura la même réponse, parce que ce ne sera pas le même contexte, ce ne sera pas pour la même personne, ça ne sera pas avec les mêmes moyens, et ainsi de suite. Et donc, il faut tout le temps reposer la question. Donc, voilà, je fais quelques petites digressions, mais quand même pour vous dire, réparer plutôt que de détruire, et éventuellement, donc, quand Isabelle a lu la deuxième ritournelle, elle n'est pas de moi. La deuxième ritournelle, elle est d'un très grand penseur italien qui s'appelle Camillo Boito. Camillo Boito avait donc un frère qui était un grand librettiste d'opéra, et Camillo Boito était un conservateur. Il a été le conservateur de la basilique Saint-Marc, et il s'est posé longtemps la question, Camillo Boito, à quoi ça sert de garder des bâtiments anciens? Voilà. À quoi ça sert? Alors, il a d'abord dit une chose assez quand même, qui est la palissade, on pourrait dire, pour conserver un bâtiment, il faut s'en servir. Alors, il n'y a rien de plus con, si vous voulez, que de conserver un bâtiment, c'est-à-dire de le restaurer, et en le restaurant, d'interdire de s'en servir, au prétexte qu'en s'en servant, on l'abîme. Ce qui compte, c'est que l'humanité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisse vivre avec des choses que le passé vous a léguées, et vivant avec elles, que vous puissiez donc vous enrichir de ce legs, et que vous puissiez donc modifier ce legs pour recréer un nouveau legs qui est réavivé par votre vie. Donc lui, très tôt, il a dit, voilà, pour sauver un bâtiment, il faut s'en servir. Et alors donc, du coup, c'était, on pourrait dire, même pas réparer, lui, c'était entretenir. Voilà. Mais un entretien, autre chose que simplement tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'est entretenir, c'est protéger et entretenir. Et après, en effet, c'est réparer plutôt que restaurer. Parce que dans la restauration, il y a cette idée que voilà, c'est comme si on trouvait un bâtiment en mauvais état et on le restaure pour le remettre dans un état d'origine, dont cet état d'origine ne correspond plus au fonctionnement actuel. Donc on va avoir un bâtiment qui va, on pourrait dire, s'opposer à sa protection, puisque voilà, on n'est pas en osmose avec ce bâtiment. Donc il a fait toute cette chaîne pour dire que peut-être la qualité de la basilique Saint-Marc, c'est peut-être le fait qu'elle ait été construite justement par des apports successifs, à des époques, à des périodes donc successives, par des personnes différentes, avec des moyens différents et tout. Et c'est peut-être justement en allant récupérer à Constantinople, après le sac de Constantinople, des pièces qui ont permis de construire avec cela la basilique Saint-Marc, des marbres. Donc les sols qu'on trouve sont des sols réemployés et ainsi de suite. Donc je vous conseille fortement de lire donc, Camillo Boito. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur lui. Et en même temps, il était un écrivain, puisqu'il a écrit donc une nouvelle magnifique qui s'appelle Senso. Et donc Visconti a fait un très beau film avec cette nouvelle, pour montrer, vous voyez, que peut-être qu'entre un texte, disons, théorique, un texte romanesque, une nouvelle et autre, voilà, c'est peut-être ça aussi qui fait que Camillo Boito est lisible. Et donc, à la même époque, il y avait en France donc Viollet-le-Duc qui défendait le principe de la restauration pure et dure, dans son état d'origine, voire avec une très forte interprétation, puisqu'il était très sensible donc, par toute l'époque moyenâgeuse et autres, considérant que la grande création de l'Occident, c'était donc cette période. Et donc, on peut dire que voilà, il a sauvé des bâtiments, Viollet-le-Duc, mais en même temps, il a annulé des périodes entières de transformation de l'architecture, d'ailleurs qui nous manquent. Voilà, on peut dire qu'il y a certaines cathédrales qui ont perdu peut-être sûrement certains châteaux, ou certaines, parce qu'il a aussi travaillé sur la demeure vernaculaire. Il y a peut-être des choses qui nous manquent parce que voilà, c'est quoi cet état d'origine? Alors pourquoi j'ai fait un peu cette proposition de conférence, et là je viens de faire un peu cette digression, c'est parce qu'il y a un énorme sujet auquel vous allez être confrontés, qui est donc, comme je vous l'ai dit, peut-être de réparer plutôt que de démolir, mais vous ne le savez peut-être pas, mais pour certains sûrement, vous savez que donc nous, en France et en Europe, et donc en Occident, comme on avait les moyens, on a construit donc de manière massive un logement pour loger donc les plus modestes, mais surtout pour loger des gens déracinés qui, par nécessité de se rapprocher de leur lieu de travail, et comme voilà, le travail était concentré par un mode de production industriel, donc voilà, on a produit massivement du logement qu'on appelle social. Bon, en effet, il est social parce qu'il est réglementé,
Donc son loyer, éventuellement il est aidé, mais on a peut-être produit là un logement, on va dire, d'urgence, mais on n'a pas produit un logement social au sens d'un logement culturel. Il n'est pas porteur d'une époque où la culture des gens qui allaient y habiter, ou la culture des gens qui ont décidé de construire massivement du logement social est présente. On est donc en présence d'un logement d'urgence, d'un logement technique, d'un logement que je dis coercitif, voire militaire, militaro, sur un modèle, voilà, il est autoritaire, et ensuite on peut penser que tous ces qualificatifs l'amènent à être criminogène. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que ça tape un peu sur le système, et donc voilà, est-ce qu'il faut les démolir au prétexte qu'ils ne sont pas bien pour les remplacer par un autre modèle qui apparaît être opposé au modèle précédent, le logement de petite taille ou la maison individuelle? On voit bien que c'est faux. Le logement individuel, éventuellement, isolant encore plus l'habitant, il retarde peut-être l'explosion, mais il ne fait que renforcer cette idée voilà, qu'il n'est pas adapté. Donc vous allez devoir peut-être travailler, vous attaquer à ce sujet qui est, vous allez partir un peu comme pour cet amphithéâtre, de la réglementation pure. Donc voilà, il fallait construire pas cher, il fallait construire vite, il fallait construire suivant les normes, il fallait que tout le monde ait la même chose, le standard et tout, il fallait peut-être préfabriquer tout. Et vous allez peut-être travailler pour remettre une couche, comme on dit, à ce legs que nous allons vous faire, puisque voilà, moi j'y ai participé, enfin, ma génération y a participé. Et donc vous allez devoir travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà. Et vous allez avoir la même chose pour le tertiaire. Vous allez avoir, moi j'ai eu, ma génération a eu le legs industriel où on a dû peut-être requalifier des sites industriels parce que l'industrie se reconfigurait. Mais vous allez avoir le legs du tertiaire qui va être terrible. Vous allez avoir un legs du commerce parce que voilà, il y a un excès peut-être de constructions qui ont été faites de manière, encore une fois, identique, ce qu'on appelle la boîte à chaussures, l'architecture qui n'a pas de vue, l'architecture qui est essentiellement concentrée sur la consommation, c'est-à-dire de ne pas être distrait par l'environnement extérieur pour mieux se concentrer sur l'achat. Vous allez donc avoir ce legs et vous allez donc devoir réparer cela, peut-être avec des moyens bien inférieurs à ceux que l'on avait pour les construire, mais peut-être avec une plus grande liberté, parce qu'il y aura une nécessité, on n'aura ni les moyens peut-être de les détruire, ni les moyens d'en construire des nouveaux, et donc vous allez rentrer dans un moment très complexe, mais peut-être avec une plus grande liberté. Alors, du coup, je vais juste faire, pour finir, on va discuter entre nous, comme j'ai voulu à un moment donné m'attaquer au logement social, j'ai donc un peu encore, vous voyez, à mon âge, un peu de manière un peu infantile, on pourrait dire, ou sénile, je ne sais pas, dire. Et si moi, maintenant, j'y allais, là, je vais essayer de déréglementer le logement social. Je vais prendre, comme je l'ai fait là pour l'analyse rapide de cet amphithéâtre, je prends la réglementation et je regarde si je peux changer. Première chose, le logement social est attribué. Voilà. Ça veut dire que dans toute l'histoire, on peut dire de l'architecture, en général, même si vous, avec très peu de moyens, vous cherchez un logement, dans le privé, ou principalement dans le privé, vous allez définir un standard qui dit il me faut, je sais pas, 2 pièces, machin, ou je suis handicapé, il me faut plutôt un rez-de-chaussée, ou je sais pas quoi. Et vous allez visiter et vous allez rencontrer une architecture qui existe, et cette architecture qui existe va vous parler, et elle va donc vous parler de manière sans parole, elle va vous parler spatialement, et vous allez vous trouver en contradiction entre le standard que vous aviez projeté et la réalité que vous allez rencontrer. Soit le prix du loyer sera plus bas que ce que vous avez estimé, ou le prix de la vente, soit la lumière sera totalement différente, soit le rapport à la rue sera totalement différent. Vous vouliez la rue pour voir l'activité, en fin de compte, vous êtes dans un fond de cour qui est très calme, il y a juste un arbre, et d'un seul coup, c'est ce rapport à cet arbre qui fait tout, et donc vous allez vous rendre compte que voilà, tous les standards vont exploser, c'est vous-même, avec votre personnalité, vous allez vous projeter dans une chose qui est construite, et ça renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose que quelqu'un va vous léguer, vous allez vous projeter, vous allez en prendre un morceau, et la première chose que vous allez faire, vous allez le transformer. Vous allez éventuellement le repeindre, changer les meubles, et ainsi de suite. Donc, le logement social est attribué. Comment peut-on être heureux
alors qu'on cherche un logement, qu'on a envie, machin et tout, et voilà, et d'un seul coup, vous ne supportez pas l'étage élevé, vous ne supportez pas la lumière du nord, vous ne supportez pas, je sais pas quoi, et vous ne supportez pas les grandes baies vitrées, par exemple, et tout, et on vous l'attribue, et vous ne dites rien, parce que vous attendiez ce logement depuis si longtemps, que ce qui compte, c'est d'avoir le logement, point. Le reste, ça pas. Après, ça va agir sur vous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, si vous voulez, c'est que vous n'allez pas pouvoir le modifier. C'est-à-dire que vous allez rentrer là-dedans alors que vous êtes rentré dans un logement privé. Dans le logement privé, ben, vous allez peut-être éventuellement même négocier avec votre propriétaire en disant, tiens, et si je le repeignais, ce logement, est-ce que vous me donneriez de loyer gratuit et si je refaisais le chauffage, est-ce que vous me permetteriez de... Je sais pas quoi et tout. Vous allez rentrer en négociation avec votre propriétaire ou avec votre colocataire. Je sais pas quoi. C'est le b à bas de toute vie sociale. Là, ce n'est pas le cas. On vous l'attribue et vous l'ayant attribué, on vous interdit de le modifier. C'est-à-dire que si vous y touchez, vous allez y toucher de manière, disons, cachée. Et si vous rendez un jour ce logement, on va vous pénaliser parce que vous l'avez modifié et on va le remettre, donc on va le restaurer, on va le remettre dans son état d'origine pour pouvoir le remettre avec son standard à une personne qui viendrait après vous. Donc ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'architecture. C'est du négationnisme. C'est de dire, en gros, toute personne qui a habité, on doit annuler la trace de ce passage, si petit soit-il ce passage. Ça peut être un papier peint, peut-être que ce papier peint est la trace de quelqu'un qui l'a mis avant vous, qui a eu le courage de mettre un papier peint, peut-être que vous n'aimez pas ce papier peint, mais l'acte du papier peint vous permettra d'avoir le courage, éventuellement, de mettre un autre papier peint. Et celui qui a mis le papier peint, on pourrait dire, il a entretenu le logement, et on pourrait, quand il s'en va, lui dire, je te paye le papier peint. Par exemple, on pourrait dire, je te rends la valeur du papier peint, parce que grâce à toi, pendant ce temps-là, on n'a pas peint, et ainsi de suite. Voilà. Donc la deuxième chose, vous voyez, c'est on n'a pas le droit, disons, de modifier son logement. Et la troisième, si vous voulez, qui est quand même assez terrible dans une société quand même comme la nôtre, où toute personne qui, d'un niveau supérieur au niveau social, qui demande un logement, toute personne, on pourrait dire, capitalise ou crée une provision, parce que tout le monde ne fait pas de la spéculation, une sorte de provision qui dit « j'acquiers lentement mon logement, ce qui me permettra non pas de spéculer en le revendant, mais disons que quand je voudrais changer de logement, je récupérerai pour partie ce que j'ai économisé en habitant ce logement. C'est le b.a.-ba de tout comportement humain. Comment faudrait-il que, pour le logement social, l'office d'HLM a le droit de faire un logement social parce que l'office, par l'État, reçoit une subvention qui vient du produit du livret A qui a été déposé donc, dans les banques et après mis à la Caisse des dépôts et consignations. Ça veut dire que l'amorce du financement du logement social vient d'un épargne populaire qui est peut-être l'épargne de celui qui va l'habiter. Comment se fait-il que cette épargne qu'il a fait, en fin de compte, même si ça ne rapporte que 1%, mais c'est grâce à cet argent, en fin de compte, qui a une valeur non spéculative, qui permet, en fin de compte, à la collectivité de construire un logement social. Pourquoi il n'est pas associé à cet acte vertueux, on pourrait dire, de mettre de l'argent de côté pour éventuellement le retrouver? Pourquoi on ne l'associerait pas à son logement? Pourquoi ça deviendrait abstrait? Ce serait qu'un livret de caisse d'épargne. Et ensuite, l'office d'HLM va emprunter 90% de l'argent nécessaire à la construction du logement social, à la Caisse des dépôts, voire à d'autres banques, à des taux préférentiels, à 3,2 ou 2,7%, ça dépend des moments. Et ce remboursement ne se fera que par le paiement du loyer de la personne qui habite ce logement social. Alors comme, en effet, le loyer est bas, la période de remboursement est longue, c'est pour ça qu'il y a des emprunts donc, sur 35 ans. Comme les emprunts sur 35 ans, ça ne relève pas du droit commun, parce que dans un logement, on dit que l'amortissement, c'est sur 20 ans, 25 ans. Donc on a 10 ans de trop, ce qui fait que pendant ces 10 ans, on n'entretient pas le logement social, parce qu'on attend d'abord d'avoir le remboursement du capital. Mais ce remboursement du capital est bien fait par son habitant. Comment se fait-il? Moi, ce n'est pas pour que tout le monde soit propriétaire, mais comment se fait-il qu'il ne puisse pas y avoir une restitution partielle à un moment donné de quelqu'un qui quitterait son logement, soit je suis rémunéré pour le travail que j'ai fait de son entretien, soit éventuellement une partie seulement d'une rémunération qui permet que j'ai participé à la construction d'une œuvre sociale, la construction du logement social. Et quatrième chose la plus scandaleuse, je vais même assister à sa démolition,
C'est-à-dire qu'un jour, je vais à la télé, ou de ma fenêtre, ou moi-même, je vais être expulsé de mon logement, et je vais voir donc une œuvre sociale à laquelle j'ai participé, qui est détruite au prétexte que ça, c'est plus à voir. C'est-à-dire que non seulement on m'a mis dans une situation sociale terrible, mais on me démontre ce à quoi j'ai participé, qu'il ne doit plus y avoir de traces dans l'histoire de l'objet auquel j'ai participé. Je vous jure, c'est criminogène. Voilà, c'est peut-être excessif comme mot, mais c'est criminogène. Donc vous allez peut-être travailler justement sur ça. Quelle pourrait être cette façon qui permettrait à quelqu'un d'être concerné par le logement, ou par le lieu de travail, ou par le lieu de commerce et d'autres? Qu'est-ce qui ferait qu'il serait un acteur, non pas au sens de gagner sur tout, mais en fin de compte d'avoir un avis et éventuellement d'avoir un retour. Et je reviens donc à ce qu'Isabelle a donné tout à l'heure, donner, recevoir et rendre. Voilà, je peux donner de l'argent pour qu'un logement social soit construit. Je reçois en échange donc un logement dans lequel j'habite. Et en fin de compte, après, je le rends, enfin je vais sur autre chose, je l'abandonne, mais il y a une continuité dans l'histoire. Il n'y a pas de continuité dans l'histoire du logement social. Alors on va vous dire, oui, bien sûr, 50 ans, mais ramener ces 50 ans ou ces 70 ans, parce que maintenant le temps passe, ces 70 ans à l'histoire, à l'échelle de l'habitation humaine, de l'histoire de l'humanité, vous verrez que c'est zéro. Et après, essayer de rattacher cette histoire du logement social aux 6 milliards d'hommes qui existent donc sur la planète, et regardez simplement un quartier à Monrovia avec le virus du Ebola, regardez juste l'état du quartier et imaginez que nous, 10 fois supérieur en confort, on le détruit au prétexte que ça n'est pas un logement gardé. Regardez juste ça, quoi. Moi, je m'occupe aujourd'hui d'un bâtiment que j'occupe pour démontrer qu'on peut occuper un bâtiment sans programme, sans destination, et que le simple fait de l'occuper, c'est une façon de le maintenir en vie. J'occupe la fac de sciences à la demande de la mairie de Rennes, à Rennes, 7500 m² en centre-ville. L'état de la fac de sciences à Rennes, l'état dans lequel elle est, telle qu'on me l'a donnée, et au prétexte qu'elle n'avait plus aucune valeur, elle devait être détruite, vendue ou restructurée, elle est 10 fois supérieure à n'importe quel hôpital d'un pays d'Afrique. 10 fois supérieure. Mais nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas le garder. Ça veut dire qu'il y a des éclairages comme ici, il y a un amphithéâtre comme ici, il y a un sol comme ici, et ainsi de suite. Mais la fac est partie, on ne peut rien en faire. C'est-à-dire que, alors on n'a plus le courant, nous maintenant on fait des conférences à la lumière du jour, par exemple. On dit bon, on ne fait pas de conférence le soir, comme ça, il fait froid, on se couvre un peu plus, ainsi de suite. Mais on a quand même 7500 m² en centre-ville qui sont occupés par des étudiants de l'école d'architecture qui en font leurs ateliers, par des étudiants de l'école d'art, par des étudiants de l'école de santé, par le musée des beaux-arts qui dépose des choses parce qu'il est en face, par le conservatoire de musique qui n'a pas de salle de répétition, par des anciens dentistes qui veulent faire une conférence, ainsi de suite. Et en fin de compte, on pourrait dire qu'on a un bâtiment qui n'a donc rien changé depuis le départ des étudiants. Donc ça veut dire qu'il y avait des étudiants il y a 3 ans qui suivaient des cours, qui sont peut-être des dentistes aujourd'hui, parce que c'est une fac dentaire, et nous, on s'en sert telle qu'elle était, et en fin de compte, c'est même pas, vous voyez, une réparation, c'est presque la première formule que je donnais de Camillo Boito, c'est s'en servir pour le sauver, et éventuellement s'en servir pour l'emmener vers quelque chose, alors, je fais exprès, si vous voulez, de porter très haut le non-programme. Comme c'était la fac dentaire, j'ai dit au maire, donne-le-moi, je le garde, quand tu le veux, je te le rends. Pendant que je l'ai, ça ne te regarde pas ce que je fais dedans. Donc, tu me donnes les clés, donc ça a été très compliqué. Et après, il m'a dit, qu'est-ce que tu feras? Moi, je n'ai pas voulu dire, ça ne vous regarde pas. Parce qu'on pourrait dire aussi, voilà, quand on m'attribue un logement social, il ne manquerait plus qu'on me dise quelle sexualité tu as. Voilà, d'accord, je te le donne, mais il faut que tu me prouves que tu as une sexualité normale quand même. Ou que tu manges bio, par exemple. Alors, donc du coup, je ne lui ai pas dit ça ne te regarde pas, mais en rigolant, je lui ai dit, écoute, puisque c'était une fac dentaire, et que comme je vous l'ai dit, moi je ne peux pas partir de rien, je dis, je vais travailler sur la bouche. Et puis en rigolant, je lui ai dit, je m'appelle Bouchin. Voilà, alors ça fait rire. Et il m'a dit, mais et quoi? Je lui ai dit, je vais travailler sur le baiser. Alors il m'a dit, mais c'est pas un programme. Je lui ai dit, non, c'est pas un programme, mais enfin, on peut dire on est tous concernés quand même. Voilà, donc au moins il y a un nom commun dans le baiser, quoi. Alors après, il me dit, mais et quoi d'autre? Je lui ai dit, on pourrait travailler sur la nutrition, par exemple.
exemple, on a un nom commun. Sur l'obésité et autres, il y a un problème. Pourquoi et tout. Bon. Ah bien oui, c'est pas mal, la nutrition. Après, on pourrait quand même travailler peut-être sur l'éloquence. C'est pas inintéressant. Voilà, la bouche, quand on a des dents et qu'on a, voilà, et qu'on est en bonne santé, c'est plus facile de parler, c'est plus facile d'être aimé, c'est plus facile de... Ah bien, l'éloquence, c'est pas mal. Après, on pourrait travailler sur le chant. Il y a le conservatoire de musique à côté. Le chant, ouais, voilà. Puis après, on pourrait travailler aussi sur les dents, puisque... on y faisait des dents avant, enfin, les étudiants ont été formés là, il y a encore un centre dentaire à rez-de-chaussée, on pourrait travailler sur les dents. Et ben oui, d'accord, j'ai été voir le professeur qui est au rez-de-chaussée encore, lui, qui fait ça encore 2 ans, et lui il s'appelle Vulcain. Jean-Marie Vulcain. Et donc je lui raconte ça, et Jean-Marie Vulcain, il me répond instantanément, il dit, Patrick, la bouche, c'est le carrefour de la vie. Alors je dis, mais explique-moi pourquoi. Il me dit, bah, écoute, c'est le carrefour de la vie, car le premier geste qu'un enfant fait, c'est avec sa bouche d'essayer de survivre en essayant d'approcher un téton. Alors je dis, bah, attends, alors vas-y, raconte un peu, quoi. Si moi, le baiser, j'ai pas le droit, mais toi, tu as l'air de... parce que c'est médical, tu as le droit. Et il commence, et je dis, bah, attends, on va faire une conférence. Donc on a convoqué tous les élus et tout. Et il a parlé de la succion, du plaisir de sucer, de la nutrition, voilà, et après de l'apparition des dents. Et donc, quand les dents arrivent, ben, on ne tète plus, et ainsi de suite. Et puis, c'est devenu un programme. Voilà, c'est devenu la fac dentaire de Rennes, c'est devenu un programme, on travaille sur la bouche. Voilà. Et on n'a fait absolument aucun travaux. Moi, je pense qu'on a démontré là que peut-être l'architecture, ou un programme d'architecture, c'est peut-être ça. Est-ce que des jeunes, parce que c'est en fait des gens de votre âge, plus certains profs comme moi à la retraite et autres, est-ce qu'on peut prendre un bâtiment et se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Voilà. Donc, comme je vous ai disposé de manière frontale, vous pouvez vous parler entre vous, et vous pouvez me parler, et Patrick Rubin peut me parler, si jamais c'était difficile à vous de parler en premier, mais lancez-vous, parce que si vous ne vous lancez pas, voilà, vous verrez que parler, c'est ce qui empêche d'être fou quand même un peu. Voilà, ça permet d'échanger. Donc peut-être que la parole, elle est plus abstraite que le dessin, et peut-être que savoir parler de son projet, ou savoir parler de ses idées, c'est peut-être une forme plus respectueuse que l'écrit et le dessin, parce qu'il y a encore une part, il y a une part fugitive dans la parole. La mienne n'existe plus. Elle n'existe que par quelques notes qui ont été prises, mais comme je l'ai dit, elle va être transformée, cette parole. Et peut-être que la parole, elle va permettre de rentrer en relation. C'est peut-être la forme peut-être la plus primaire, on pourrait dire, de la relation. Donc je vous donne la parole. Tu avais préparé une question? Oui, non, mais j'avais demandé à quelques étudiants de l'année dernière d'interroger Patrick sur ses expériences sur le logement. Mais vous avez quelles sont ce qu'on appelle une question dirigée, là. C'était un polycopier? Alors, qui est là? Bah, toi, elles ont eu la réponse. Voilà, ouais, elles sont là. Où? Ah. Alors, on pourrait faire un essai. On peut faire un essai, hein, mais si tu veux pas, c'est pas la peine. Moi, des fois, je le fais souvent. Je ne l'utilise pas. Le micro, là, je l'ai fait parce que je suis un peu fatigué. Et après, de se mettre dans un endroit qui fait que quand on est debout, on parle mieux que quand on est assis. Et quand on est vu par son auditoire, on est mieux compris que quand on va venir là. Voilà. Tu peux te mettre sur la personne qui avait, mais si jamais. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous nous entendez sans micro? Non, je voulais savoir si vous pouviez revenir sur la question du logement et sur les expériences que vous avez faites de réparation de logement, donc d'autoconstruction avec les habitants. Et peut-être, c'est vrai qu'on voit ça, on se demande si ça peut être efficace à différents endroits. Donc voilà, comment vous les considérez? Est-ce que c'est
vraiment des expérimentations qui pourraient être faites ailleurs. Enfin, je ne sais pas si c'est la question que vous vouliez poser, mais en tout cas, c'est une question... Parce que Patrick a été longtemps connu dans le monde de la culture, parmi les circassiens. Et enfin, je ne sais pas si vous le savez, hein, Zingaro et d'autres. Et soudainement, un jour, il me dit je prends le logement social. Et alors, j'ai proposé, puisque vous êtes un groupe d'étudiantes et d'étudiants, à travailler sur la question du logement avec peu. Hein, c'est bien ça votre problématique. J'ai demandé et j'ai dit que tu m'avais dit que c'était quand même assez compliqué, non? Assez compliqué. Et je trouvais que c'est un challenge. On a 50 différences, hein, c'est mon aîné. Et j'ai trouvé qu'il était assez gonflé de partir sur ce sujet. Et c'était la question que je voulais qu'on... On ne m'appelle pas là, hein, c'est juste, je veux savoir combien de temps j'ai pour répondre. Non. Alors moi je veux bien le faire, mais c'est... Alors j'ai amené... D'abord j'ai perdu mon carnet, j'ai improvisé cette conférence. J'ai perdu le carnet de la conférence. Voilà, je fais toujours un carnet avant, voilà, mais c'est mieux, je l'ai perdu. Et dedans il y avait des... Parce que je ne sais pas me servir d'un ordinateur, donc on me donne avant de partir à l'agence des CD qui permettent de passer. Je les ai perdus, donc je ne sais pas où. Bon voilà, j'ai pas... Donc j'en avais un dans la poche, donc je l'ai mis en régie. C'est un petit film de 3 minutes 29. Issu d'un film qui dure 6 heures et quelques. Voilà, donc c'est un tout petit instant que je vais vous passer. Je vais vous le passer après, mais je vais quand même vous raconter, non pas tout ce qu'on a fait, mais une histoire qui vous concerne, parce que c'est quelqu'un de votre âge qui l'a fait. D'abord, pour rappeler ce que Isabelle a dit tout à l'heure, moi, je me transforme tout le temps. C'est-à-dire que je change d'avis, voilà, je change souvent. Quand j'ai fait Venise, j'ai d'abord dit non. On m'a proposé de faire la Biennale de Venise, j'ai dit non. Et puis après, quand je suis rentré à la maison, je me dis quand même, c'est un peu bizarre, quoi. Je me permets de dire non. Ça ne m'intéressait pas du tout de le faire, hein, mais je me permets de dire non, alors qu'il y a des tas de gens qui veulent le faire. Et si je disais oui, pour le donner à d'autres. C'est toujours la même chose, donner, recevoir et rendre. Donc j'ai rappelé l'Institut français, enfin, ça s'appelait Culture France, et c'était Robert Lyon qui en était le président, et je lui dis, écoute Robert, j'ai réfléchi, c'est oui. Alors il me dit, mais pour faire, il faut, tu sais, tu es commissaire, il faudra montrer des architectes. Je dis, non, je le fais, maintenant, je ne vais pas recevoir d'ordre. Je le fais, voilà. Donc, mais ne t'inquiète pas, en effet, ça servira à la promotion de l'architecture française. Donc j'ai appelé des jeunes architectes qui venaient d'être diplômés. J'avais été membre du jury donc, de ces architectes. J'avais été très impressionné par le travail qu'ils avaient présenté et je les avais fait travailler sur un équipement que j'avais fait à Roubaix, à la condition publique. Et donc, du coup, je les appelle, je leur dis, voilà, j'accepte que si vous le faites avec moi. Ils m'ont donné leur accord et donc j'ai rappelé la Culture France en disant, ça y est, c'est d'accord. Et il y aura plein de jeunes architectes qui le feront avec moi. Ils m'ont dit quels sont les noms. J'ai donné les noms. Comme ils n'étaient pas connus, bon, voilà, ils l'ont accepté, mais je n'ai pas eu de censure. J'ai simplement dit, je vais habiter le pavillon. Et vous voyez, on est dans une époque tellement abstraite qu'ils ont cru que c'était un concept. Personne n'a vu que j'habiterais le pavillon. Donc j'ai laissé faire, j'ai bien vu que ça ne marchait pas. Enfin, qu'ils n'avaient pas compris. Même Robert Lyon m'a dit, oui, mais d'accord, mais comment machin, j'habiterai mon pavillon, quoi. Oui, mais est-ce que tu peux nous écrire un texte? J'ai dit, on verra plus tard. Comme le délai avançait, un jour, j'ai donc amené le projet. Il n'y avait pas de projet, parce qu'il n'y avait rien de dessiné, on pourrait dire. Il y avait juste un schéma d'occupation du pavillon. Mais j'ai amené le budget. Et en amenant le budget, il y avait des matelas, des oreillers, des frigidaires. Et à ce moment-là, le contrôleur financier de Culture France dit « Ah non, mais Monsieur le Président, en parlant à Robert Lyon, nous n'avons pas d'argent pour acheter des matelas, des oreillers, des casseroles, des verres et tout. » Alors, à ce moment-là, je regarde Robert Lyon et je lui dis « Écoute Robert, est-ce que j'ai le droit d'acheter des ordinateurs ?» Alors, à ce moment-là, il se tourne vers le contrôleur. Le contrôleur dit « Oui, oui, bien sûr. Ordinateur, photo, appareil de projection, sonorisation et tout. » Je dis « Maintenant, on va se mettre autour de la table pendant 1 heure, jusqu'à temps que vous m'expliquiez, est-ce que c'est plus proche de l'architecture d'acheter un ordinateur ou d'acheter une poêle? Si vous me démontrez que l'ordinateur, c'est de l'architecture et une poêle, ça n'en est pas, bon, ben, d'accord, je me plierai à la règle. » Donc, pendant 1 heure, on a discuté de ça, et au bout d'une heure, il a dit « Écoutez, moi j'en ai ras-le-bol, qu'il fasse ce qu'il veut avec sa poêle. Il part à Venise. »
Donc on part à Venise et on dit on ne prendra pas d'entrepreneur pour construire notre pavillon, nous le construirons nous-mêmes. Donc les architectes seront confrontés à une autoconstruction de leur propre pavillon. Nous n'aurons pas de gardiennage, parce qu'il fallait faire des économies, nous gardiennerons, on fera le gardiennage nous-mêmes de notre pavillon, les visites et tout, on fera même le cocktail d'ouverture et tout. Et donc du coup, c'est ce qui m'a permis de mettre un peu d'argent de côté. J'avais refusé l'argent du luxe, j'avais dit je ne prendrai pas d'argent ni à LVMH, ni à Pinot, qui en général finance, ni à Bouygues, ni à machin, parce que je ne travaille pas avec ces gens-là. Donc je ferai un appel auprès des collectivités pour lesquelles j'ai construit. Je demanderai une petite somme, 10 000 euros, pour soutenir le pavillon. Donc j'ai fait une accumulation de 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Avec ça, donc, on a occupé le pavillon. Pendant que j'ai occupé le pavillon, j'ai discuté d'architecture pendant 3 mois, parce que j'avais comme charge de faire le ménage. Donc j'avais dit, moi je ne ferai rien d'autre que le ménage. Donc moi je faisais les draps, enfin tout ce qui était, moi je faisais tout ce qui était literie. Je passais la serpillière, je vidais les poubelles et je lavais le linge et j'étendais parce qu'on avait des chambres, donc on avait à peu près 20 personnes qui dormaient par nuit. Donc voilà, c'est comme si j'étais devenu gérant d'un Formule 1. Et donc après, moi je faisais pas la bouffe. Il y avait un copain à moi qui faisait la bouffe. Et je ne faisais pas non plus la maintenance. J'avais un copain de théâtre qui faisait la maintenance. Et j'avais une assistante, une ancienne étudiante qui était mon assistante, qui, elle, faisait les relations publiques. Parce que je voulais que ce soit quelqu'un de très jeune qui fasse les relations avec la presse et avec la Biennale. Voilà. Bon, on a failli avoir le Lion d'Or, parce que voilà, tout le monde considérait que c'était le pavillon des pavillons. Pour la première fois, s'est posé la question, pourquoi continue-t-on à faire des pavillons nationaux alors qu'on n'arrête pas de parler de mondialisation et d'Europe? Pourquoi n'y a-t-il pas un pavillon européen? Il y a toujours un pavillon français, un pavillon allemand, un pavillon allemand. Il n'y a pas de pavillon nigérian, il n'y a pas de pavillon cambodgien, enfin, il n'y a pas de pavillon... voilà, il n'y a pas de pavillon là où, en fin de compte, se posent des problèmes d'architecture, on pourrait dire. Donc, du coup, je suis devenu pavillon... Enfin, on est devenu le pavillon des pavillons, parce qu'on avait donc... On était les seuls à avoir des WC, une douche, un hammam, une piscine, une cuisine, 20 chambres, et ainsi de suite. Voilà, on a servi, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers de repas et autres. Donc du coup, là, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire de l'architecture en habitant et que c'était peut-être la permanence, c'est-à-dire que c'est les 3 mois pendant lesquels j'ai habité Venise qui ont fait que j'ai été ami avec énormément de Vénitiens. C'était un endroit où il y avait eu les plus belles fêtes de Venise et on a fini, d'ailleurs... Je suis très ému de voir donc Didier Grimbach ici, qui est président de la Villa Noailles, et on a fini avec un grand bal, comme on en faisait donc à Venise, un grand bal de clôture du pavillon de la France, en référence au bal des matières que Marie-Laure de Noailles donc, avait organisé à la Villa Noailles. Et donc c'est la Villa Noailles en tant que centre d'art, avec son président, son directeur, qui sont venus, et on a fait un grand bal dont les gens étaient habillés par un grand couturier français, Jean Colonna. Donc du coup, on a fait et du tout venant, parce qu'un jour j'ai fait coiffeur, j'ai coiffé toute la journée, j'ai coupé les cheveux à tous les gens qui le voulaient. Un jour on a fait bouffe, il y a des gens qui se sont mariés, des gens qui sont tombés amoureux, il y a des gens qui se sont fâchés, on a logé des gens des SDF, on a ouvert le pavillon à des gens qui venaient de Cuba et qui n'avaient pas de pavillon pour eux, qui ont habité, on a remplacé Francia par Cuba, on a fait un pavillon du Mali, ainsi de suite. Bon voilà, on a fait y avoir le Lion d'Or, et quand le jury s'est réuni, le directeur de la Biennale, qui était un mec sympa, a dit « si on lui donne, à partir de maintenant, la Biennale devient un lupanar ». Donc, il faut au contraire montrer qu'on ne veut plus jamais d'hôtel à la Biennale de Venise, pour qu'il y en ait. Et puis après, il y a eu plein de demandes, et ça a toujours été non. Donc, du coup, je me suis dit à ce moment-là, et si j'arrêtais tout, j'ai pris ma retraite. J'avais un problème avec l'ordre des architectes, mais je dis tiens, je vais prendre ma retraite et je vais faire ce que je n'ai jamais fait parce que j'ai refusé de faire du logement, mais je vais travailler sur ça, la permanence, le temps long, rester là où il y a à construire et le faire avec des gens jeunes, puisque peut-être que là j'arrive à la fin de ma vie professionnelle, peut-être que je pourrais reprendre de l'enseignement. Comme j'ai enseigné en sortant de l'école, c'était un peu con parce que je n'avais rien à dire, là peut-être que j'ai un peu plus à dire, donc et si je refaisais un temps long, qui serait un temps... Et si je travaillais qu'avec la jeunesse? C'est-à-dire, en fin de compte, puisque j'ai passé le pavillon à des gens jeunes qui ont fait toute la programmation, moi je n'ai fait que le ménage, et si là je faisais la même chose, à moi on me passera commande d'un logement social, mais je ne le fais pas, je le donne à quelqu'un. Donc j'ai fait la tournée des popotes de villes qui étaient d'accord pour faire cette expérience. Donc j'ai 3 villes, la ville de Tourcoing, la ville de Boulogne-sur-Mer, et un petit village en Ardèche qui était d'accord pour faire une expérience d'un logement rural mais social. Du coup, j'ai décidé de faire ces expériences qu'avec des femmes.
considérant qu'il n'y avait pas de femmes directeurs d'office d'HLM, très peu, ayant construit du logement social, quelques-unes, René Gailloustet et quelques autres, mais très peu quand même, très peu, quoi, voilà. Et c'est un monde dominé par les hommes, c'est un monde dans lequel, quand on rencontre des problèmes sociaux, on les fait régler par les femmes, principalement donc, ce qu'on appelait les assistantes sociales et autres. Mais tiens, je vais faire qu'avec les femmes, je vais le faire qu'avec des gens jeunes, donc, et j'ai développé un point de vue qui était assez provocateur, qui est de dire, au contraire, avec des gens, mais ce n'est pas négatif, incompétents, au sens d'une compétence modélisée. Donc des gens volontaires, courageux, enthousiasmés, quand même formés à l'école, mais immatures, candides, voire incompétents pour ce sujet. Donc j'ai fait un appel à... Voilà, et j'ai une jeune femme, c'est ce que je vais vous montrer, parce que les autres c'est à peu près pareil, mais pas tout à fait, mais qui est vraiment exceptionnelle. Une jeune femme qui avait fait un stage à l'agence, qui sortait de l'école donc de Versailles et qui voulait faire sa HMO, comme on dit, et donc qui voulait le faire à l'agence. Et j'ai donc dit à Sophie Ricard, accepterais-tu d'habiter 3 ans, et non plus 3 mois, un endroit qu'on me donne à Boulogne-sur-Mer, qui est très compliqué, puisque c'est normalement une démolition, et moi j'ai vendu au maire qu'on ne démolirait pas, qu'on ne ferait pas partir les gens pendant la démolition pour les remettre ailleurs, qu'on ferait donc en occupé, donc qui est double contrainte, et 3, que je ne ferais ce chantier qu'avec l'argent de la démolition. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans démolition-reconstruction, le prix moyen de démolir, c'est entre 20 et 40 000 euros, suivant la taille du logement, et le prix de la reconstruction, c'est entre 80 et 130 000 euros, suivant la taille de l'objet qu'on reconstruit. Donc, coût maximum, c'est en général entre 150 et 160 000 euros démolition-reconstruction pour un F3 ou F4, et c'est 80 à 90 000 euros pour un studio. Donc, j'ai demandé au maire que l'office d'HLM ne donne que l'argent de la démolition. Et de dire, c'est donc le tiers de ce que ça vaut, mais en échange de ça, je veux l'argent libre. Donc on m'a dit, c'est quoi l'argent libre? Je veux l'argent dans une caisse. Je ne veux pas l'argent avec une procédure administrative qui va faire que c'est très compliqué. Il m'a dit, c'est interdit. Je dis, c'est pas interdit du tout, car vous faites travailler des entreprises d'insertion et ce qu'on appelle des régies de quartier, qui sont des associations que vous financez par de l'argent public, et vous les payez bien, sans appel d'offres, par de l'argent libre, par un chèque, ce n'est pas de l'argent liquide, mais par un chèque, et donc c'est par une commande et par une facture émise que vous payez, donc je veux la même chose. Il m'a dit, c'est impossible. Je dis, si là, je ne le fais pas. Alors donc le maire a accepté, et l'office d'HLM a accepté. Donc on a eu, pour 60 maisons, 300 personnes qui habitaient donc ces logements, qui étaient ce qu'on appelle le 80% de chômeurs, un taux d'alcoolisme très élevé, une famille complètement éclatée, peut-être même avec des croisements de générations, c'est pas loin d'Outreau. Hein, je veux dire, l'inceste est quand même assez développé à cet endroit-là. Et donc, du coup, Sophie s'est installée. Sophie, et dans cet endroit-là, il n'y a pas d'immigrés. Je voulais faire aussi une expérience pour démontrer que la faute n'était pas à l'immigration. Donc il n'y a pas d'immigrés. Il y a des Polonais, voilà, non, il n'y a pas d'immigrés au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc Sophie est blonde, un peu rousse même, tache de rousseur, dynamique, tout machin. Elle sait marcher sur les mains, jouer de l'accordéon, de la trompette, fait des photos et tout. Elle a pris donc une maison qui était murée, on l'a démurée, elle l'a aménagée pour l'argent que je lui ai donné, moins de 40 000 euros, c'était une petite maison. Elle y habitait avec son copain. Et elle a commencé à vivre dans ce quartier qui est invivable. On ne ramassait pas les ordures, pas d'éclairage public, la voirie était, vous ne pouvez pas imaginer, les gens désossaient les voitures dans la rue et tout. Elle a commencé à l'habiter et elle a donné envie d'y habiter. C'est-à-dire que par son mode d'habitation, elle a démontré que c'était habitable. Donc les enfants sont venus chez elle, ils ont vu les meubles, comment elle vivait et tout. On a commencé à me critiquer parce qu'on buvait beaucoup de bière chez elle. Voilà, donc on a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas un projet d'architecture. Et au bout d'un an, elle n'a pas fait un projet pour 60 maisons. C'est une histoire que je lui avais racontée, qu'un architecte qui est mon modèle, Lucien Kroll, m'avait raconté. C'est de faire 60 projets de une maison, ou 60 projets de un logement.
C'est-à-dire de réintroduire ce qui existe dans votre vie. C'est que si dans un immeuble en copropriété, quelqu'un change sa salle de bain, il n'exige pas que toutes les salles de bain soient changées en même temps. Et quand on change sa salle de bain, il se lave dans la cuisine, mais on ne le déménage pas pendant qu'il change sa salle de bain. Donc c'était 60 projets d'une maison. Et elle a fait donc ce qu'on appelle un descriptif de l'état de la maison. Dans le descriptif, il y a en premier lieu l'habitant, l'adresse, ce qu'il n'y a jamais dans le logement social, le nom de la personne, ce qui rarement aussi, on a un numéro. Après, la description de la famille. Elle a fait un peu comme Françoise Héritier, faisant un inventaire sur une tribu d'Ogon. C'est qu'on s'est rendu compte que ceux qui étaient dans le logement n'étaient pas ceux que l'office d'HLM croyait avoir. Ils s'étaient repassé le logement entre eux. Ils étaient plus dans le logement quand une personne était âgée. Et plutôt que de le rendre, elle sous-louait une partie de son logement pour se faire des petits revenus et tout. Donc la vie normale. Voilà, le truc, Donc du coup, elle a fait un inventaire des habitants. Et après, elle a fait une histoire que je lui ai racontée, mais j'ai un peu menti. Je lui ai dit, moi j'ai travaillé chez un architecte américain où on faisait le descriptif sur les plans. C'est-à-dire qu'on prend un plan, on met une flèche et on dit, à cet endroit-là, il faut faire une fenêtre, à cet endroit-là, il faut comme ça. Et à côté, on met une photo, on dit, on veut une fenêtre comme ça, ou éventuellement, il y a une fissure, mais nous, la fissure, on l'aime parce que voilà, c'est la fissure, c'est la tache d'humidité qu'on aime et tout, on la garde. Donc elle a fait comme un roman photo de l'état des lieux, elle a fait une description des prestations. Et nous, on l'a aidé à faire, à côté de ce descriptif, la valeur des choses. Il fallait tirer un trait et ça devait coûter voilà, entre 30 et 50 000 euros suivant la taille de la maison. Donc la personne qui habitait cette maison savait quels travaux elle voulait pour que la maison soit habitable et elle savait la valeur des choses. Elle pouvait dire « ça, je sais le faire ». Donc on la payait, ou ça, mon neveu qui est au chômage sait le faire, j'aimerais que ce soit lui qui le fasse, ou ça, l'entreprise d'insertion sait le faire, ainsi de suite. Donc on a, disons, comme ça se fait, passé commande. Et on a fait donc un chantier ouvert au public. C'est-à-dire qu'on n'a mis ni palissade, ni contrôle, ni pilotage, puisque cette fiche qui était faite était une fiche contrat entre Sophie qui l'avait faite, l'habitant qui l'avait faite, et l'ouvrier, ou l'entreprise, ou l'artisan qui allait faire le travail. Donc il sonnait. Bonjour, je viens proposer le chauffe-eau. Bon, écoute, pas aujourd'hui, je suis un peu... hier soir, j'ai un peu bu, reviens un autre jour. Bon, fermé. Il allait à la pièce à côté. Bon, je viens pour le chauffe-eau. Ah, tiens, ça me fait plaisir aujourd'hui, tu peux faire le chauffe-eau, parce que là, les enfants ne sont pas là, et ainsi de suite. Donc, ils ont géré eux-mêmes leur planning, et éventuellement, ils ont même géré les prix. Ils disent, tu t'emmerdes pas, un chauffe-eau à 1 000 euros, rends compte que moi, je touche que 560 au RSA et tout. Toi, tu poses un chauffe-eau. Alors, je dis, bah, le chauffe-eau, on l'achète, voilà, le camion, le machin et tout. Et donc, on a rétabli la valeur des choses. Il n'y a eu aucun vol d'outils, aucun objet démonté, revendu. Parce que très souvent, quand on fait les travaux rapidement, on les achète comme ça, dans la nuit, les mecs démontent les lavabos, ils vont les vendre pour vivre. Et donc, elle est restée 2 ans et demi. Au total, ça fait 3 ans et demi. Donc on s'est inscrit dans le temps long et on s'est inscrit dans un temps normal de la vie, c'est-à-dire d'un chantier où on ne sait pas si c'est de l'architecture, de l'entretien ou de la vie sociale. Quand elle est partie, puisque c'est elle qui s'occupe maintenant là, à Rennes d'un truc beaucoup plus dur, mais voilà, elle va monter en grade de cette université sur la Bouche. Quand elle est partie, ils lui ont dit « mais qu'est-ce qu'on va devenir sans toi ?» Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que l'architecture est devenue, en fin de compte, un facteur de relations sociales et de construction sociale. Ils vont la voir à Rennes, des gens qui ne voyageaient pas. Donc nous, on paye les voyages. Mais bon, comme ils se débrouillent un peu et tout, il y a un peu de travail au noir, tout ça. On aide, mettons, le voyage à Rennes, on les loge dans la fac dentaire. Et donc c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle a même créé, quand même, Boulogne-sur-Mer, Rennes. C'est pas commode, quoi. Des fois, ils descendent avec un camion, une voiture et tout. Donc, elle a bien créé un lien. Vous voyez, donc. Alors, pour répondre à la question voilà, que vous posiez, c'est que moi, je pense que c'est reproductible parce que Sophie, vous êtes Sophie. Voilà, elle n'est pas unique. Le cas de Boulogne-sur-Mer, il n'est pas unique puisque maintenant, on n'a plus d'argent pour l'ANRU, donc on ne peut plus démolir et reconstruire. Donc, peut-être que prendre 40 000 euros par logement, c'est ce qu'on compte mettre pour isoler les logements, comme la loi va l'exiger, alors qu'on va isoler les logements par l'intérieur et on va encore une fois diminuer la surface habitable. C'est-à-dire que non seulement on a un logement standard, mais on va encore diminuer et on va donc retirer toute trace. C'est comme si l'isolation par l'intérieur allait permettre d'effacer toute trace d'habitation. Voilà. Donc, ce qui va être terrible. Moi, j'ai vu des opérations isolées par l'intérieur, démolies 15 jours après avoir été faites. Les gens
redémonte tout, ne supporte pas les choses. Donc c'est possible financièrement, c'est possible, on va dire, au sens de l'opportunité, il y a plein de gens. Mais pour cela, faut-il encore que quelqu'un veuille le faire? Parce que quand je le raconte, je dis moi, je veux bien le faire. Mais ce que Sophie a fait, c'est pas... Voilà. Alors, sauf que maintenant, aujourd'hui, en effet, tout le monde l'envie. Parce que maintenant, elle est à Rennes, elle fait un grand projet. Ça y est, elle est en forme pour exercer son métier autrement. Sophie n'a pas eu sa HMO. Parce que quand elle est passée devant le jury à Lille, elle était inscrite à Lille, ses professeurs ont dit, oui, d'accord, tu travailles avec Patrick Bouchain, c'est bien, mais ce n'est pas de l'architecture. Donc, elle n'a pas sa HMO. Sophie prend maintenant des étudiantes en HMO, puisqu'il y a des gens qui veulent travailler avec elle pour apprendre. Donc, voilà, mais moi, j'aime bien ces contradictions. Alors, donc, du coup, on va peut-être remettre de manière officielle à Versailles, puisque le directeur de Versailles donc, accepte et des professeurs qui l'ont eu reconnaissent que quand même, parce qu'elle a fait une conférence à Versailles, que c'est exceptionnel, donc on va lui remettre officiellement. On pourrait, après cela, considérer qu'en effet, elle n'a pas vraiment fait sa HMO telle que c'est entendu, puisque le principe de la HMO, c'est quand même, on ne va pas le dire, mais un peu quand même, une pression de l'ordre des architectes pour contrôler l'entrée dans la vie professionnelle des étudiants sortant de l'école, quand même. C'est-à-dire que vous êtes dans une école avec un enseignement public, qui est quand même contrôlé au niveau de son exercice par un exercice libéral de la profession. L'exercice libéral, il fait partie. Moi, j'exerce en ce moment, j'ai exercé en libéral. Mais ce n'est pas le seul mode. Donc, on pourrait peut-être se dire que ce n'est même pas un décret, c'est une simple disposition que des directeurs d'école pourraient prendre, ou que le ministère pourrait prendre par simplement une circulaire, une lettre, en disant « c'est vrai, ce n'est pas inintéressant ». Que des étudiants, et d'ailleurs parce que vous allez rencontrer des difficultés à faire votre HMO. C'est comme il y a un ralentissement dans les activités libérales, il est possible qu'il n'y ait plus de place pour faire sa HMO. Ça ne serait pas inintéressant de dire, et si on allait dans les endroits où c'est difficile, c'est-à-dire mais où il y a une demande, chez un office d'HLM, chez un aménageur, dans une collectivité locale, éventuellement, parce que c'est aussi ça, c'est peut-être aussi apprendre le métier par là pour l'élargir. Ce n'est pas de partir de ce qu'il est en l'élargissant, c'est peut-être en faisant le grand cercle. Donc on va peut-être faire, si Alain est d'accord, pour faire une alliance des directeurs d'école, parce que là j'ai au moins 3 directeurs d'école, pour un jour peut-être faire une réunion des directeurs d'école avec la directrice de l'architecture, puisque j'en ai parlé avec Agnès Vince, de dire, et si on se posait simplement, voilà, y a-t-il réellement... Alors c'est sûr que l'ordre va encore une fois... se plaindre à mon égard. Mais moi, je pense que voilà, c'est la réalité. Peut-être que c'est la réalité. Donc, en effet, c'est reproductible. Parce que ça ne coûte pas cher. Et vous pouvez y aller, c'est fait. C'est pas théorique. Mais pour que ce soit reproductible, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, le mimétisme n'est pas automatique. C'est pas automatique. Je vais passer le film, parce que comme j'ai tout perdu, j'ai gardé ce film. Ce film fait 3 minutes 29, là. C'est un moment très émouvant. Alors, je ne sais pas si le son va marcher, mais c'est un moment très émouvant parce que c'est Sophie qui l'a choisi, ce moment. Il y a une femme qui s'appelle Marie-Jo, qui n'avait plus de douche, plus de fenêtre, plus rien. Son mari était mort, ses enfants étaient partis et tout. Elle a donc réappris à vivre à Marie-Jo, qui d'ailleurs a pleuré quand elle est partie, qui a dit à Sophie, mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Et Sophie lui dit, mais j'ai trouvé du travail à Rennes. Et cette femme m'a répondu, ah, si c'est du travail que tu as trouvé, alors tu peux partir. Et donc, ils sont entendus, voilà, le travail, c'est avant toute chose. Donc, Marie-Jo, à un moment donné, c'est assez beau parce que elle est chez elle, elle reprend goût à vivre, elle fait des carottes râpées, vous allez voir, elle met de la musique et tout. Sophie, je ne sais pas si c'est dessus, Sophie parle. Et à un moment donné, elle sort, et c'est la première douche qu'elle a prise, quoi. Au début, on la voit, elle est assez grise, terne et tout. Même Sophie lui apprend à se maquiller alors qu'elle est très abîmée, cette femme. Mais cette femme reprend goût à tout et elle sort devant sa maison et elle dit ce que c'est bon d'avoir une douche qui marche, quoi. Et vous retournerez. Alors, est-ce qu'on est en communication avec la régie? Tu crois? Ah oui, voilà.
Alors ça, c'est une première communion. Ça, c'est l'architecte, grâce à elle, qu'on a eu la cité rénovée. Ça, c'est son mari. Et ça, c'est mon ami Jacques. Voilà. C'est notre caméraman. Son panier cadeau. Oh zut, on dirait de la bière américaine. Oh God, elle commence à me faire mousser celle-là, hein. Le Palais de la Bière. Découvrez toutes les saveurs des bières du monde. Le Palais de la Bière, 41 avenue John Kennedy à Boulogne-sur-Mer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Préparez vos cadeaux de fête des mères, de mariage, communion ou baptême. Une foule d'idées vous attend au magasin Modélène. Broderie, nappe, sac tricot ou nouvelle écharpe de printemps. Oh non, hein. Voilà. Pour la première douche samedi, oh là là, ok. Je vais pas sortir de la douche. Je vais pas en sortir. Moi, c'est bien. Je suis content. Je suis content. Ouais. La douche, tout après ça va venir. Faut bien. Hein. Bon, ça va. Vive la famille Mormand. Ok. Bon, c'est pareil. Ouais, c'est le mélange. Hein. Il y a des Mormons et des Ankais ensemble entre frères et sœurs. On est perdus, on est perdus. Bah, il y a quand même Sylviane. Parce que les volets, c'est pas moi qui l'ai choisi. On m'avait dit on va les mettre une couleur associée. Mais j'ai pas sûr que les armoiries, parce que ils sont à la maison. Ouais, les volets, on se débrouille pour les mettre autre part. Ouais. On peut essayer de diluer. On va demander au peintre qu'il le dilue un peu. Moi j'aime bien, mais... On est pas chez moi, de Sophie. On avait envie là ce matin. Non, c'est bon, là je crois que c'est bon, ils ont fait une pensée de toute façon chez toi. Il y a quand mon soulier, on est dans la salle de bain. Ouais. La chambre derrière, je débarrasse aujourd'hui. Demain, mon petit jeu. D'accord. Hein, parce que ma soeur, je suis sortie, comme je t'avais dit, pour enlever le matin. Ben, heureusement, tu étais là pour enlever le quartier. Ouais. Comme je suis comme. C'est pas fini encore, on en a jusqu'au mois de décembre, Marie. Tu vas pas nous quitter après. Bah si, tu on va restes être obligé. Hein. Oh non. Bah, je vais pas vivre avec vous, Marie. Oh non, Je suis fatiguée là, Marie. Tu vas t'en aller, tu reviens plus. Bah si, je vais revenir vous voir. Je peux pas ne pas. Tu vas en vacances. Je pars. Je pars en vacances. Oh non. Bah je vais bien être obligée d'aller chercher du travail autre part, moi, Marie. Ah, ta fille, ah oui. Bah oui. Elle va faire pleurer. Moi je vais pas rester là pour vos yeux, hein, même si je vous aime bien. Hein. Voilà, donc ça dure 6 heures. Hein. Là, vous n'avez que 3 minutes sur 6, mais je pourrais vous donner le film, parce que c'est presque comme un Jonas Mekas, quoi. On peut le mettre en route et revenir sans cesse, parce qu'une fois, il va se passer ce petit détail de la douche, mais il y a un moment, en mettant absolument incroyable, certains ont décidé d'aménager eux-mêmes la cuisine, et donc ils sont à peu près 8 à aménager la cuisine. Donc il y en a un, il pèse 120 kilos. Ils ne peuvent même pas bouger dans la cuisine, mais c'est un grand moment de vie sociale. Parce que comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils achètent des pots entiers de tabac qui font, je sais pas, genre 1 kilo ou 2 kilos, des cylindres comme ça. Et il y a un mec qui fait que rouler des cigarettes. Là, après, il y en a un autre qui prépare à manger et tout. Et alors, ils discutent de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, vous verrez, il y a même un handicapé, mais il habite là, il a le droit de s'asseoir, de regarder et tout. Et donc, ils tracent pour poser les meubles de la cuisine. Et alors, ils additionnent, ils font des soustractions, ils savent est-ce qu'on va aligner et tout. C'est le truc, d'ailleurs, que vous faites, vous, peut-être en plan, quoi. Pourquoi on aligne avec la porte, pourquoi tout. Non, enfin, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et tout. Bon, enfin, toujours est-il qu'après, il y en a un qui perce des trous dans les murs neufs et tout. Ils accrochent les meubles, il n'y en a pas un à la même hauteur. Et pas un. Ça, alors que, et à ce moment-là, il y a une sorte d'éclat de rire généralisé, c'est-à-dire en disant, bon, de toute façon, on s'en fout, hop, ils rallument tous une cigarette, hop, tous ils vont boire un coup. Et donc cette cuisine, elle est assez incroyable. Après, il y a un moment très émouvant, c'est quand, vous avez vu, parce que toutes les maisons sont isolées par l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on avait pris comme principe de les isoler avec du parpaing
et de mettre un isolant entre le parpaing et l'ancien mur. Ce qui fait qu'on n'a donc pas pris de surface à l'intérieur, on a isolé l'extérieur, tout ce qui était travaux lourds ne les ont pas gênés, et ils ont fait donc des travaux d'aménagement intérieur, comme elle l'a dit, bon, bah, demain tu feras le papier peint, tu feras la cuisine, donc il n'y a pas eu de grandes vagues de travaux d'aménagement intérieur. Et donc se pose la question de la peinture, là vous l'avez vu, donc ils choisissent la peinture et tout, et ces maisons devaient être détruites, donc on n'en parlait plus, population évacuée et tout, et donc on a déposé un permis de construire, mais on n'a pas indiqué les couleurs. On ne savait pas à l'époque qu'on allait peindre en couleur comme ça. Et donc l'architecte des bâtiments de France a appris qu'on allait peindre en couleur, et donc elle est venue, et elle me dit, tu sais que c'est interdit de peindre en couleur. Je dis, ah bon, mais où est le règlement? Elle me dit, mais parce qu'on voit ces maisons, des ferries qui arrivent d'Angleterre à Boulogne. Je dis, alors qu'est-ce que ça peut faire qu'on voit des maisons en couleur? Évidemment, ce n'est pas possible parce que c'est la côte française, il y a la colonne de la Légion d'honneur de Napoléon, c'est un site classé et tu ne peux pas avoir une barre en couleur en haut comme ça. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, les gens veulent peindre leur maison, on allait les détruire, certaines étaient dans un mauvais état, on acceptait ce côté lépreux, là on remet tout d'aplomb et tu le refuses. C'est pas possible. Bon, on arrive à la convaincre, et du coup après, d'ailleurs elle est venue très souvent, parce que vous avez vu, non seulement les maisons sont en couleur, mais on a surélevé le toit pour faire une chambre, ce qu'on appelle une belle voisine. C'est beau comme terme, d'ailleurs, c'est un truc comme ça qui se comprend. Donc on a changé la toiture et tout, et on a tout repeint. Et donc, à un moment donné, à la fin, vous le verrez, tout le monde peint sa maison, des gens viennent peindre la maison des autres, et du coup, la couleur se remet en place, les t-shirts des enfants, les baskets fluo, les vélos, les voitures garées dans la rue, les poussettes, les machins et tout, les tétines, les bonbons, parce qu'il y a une qui vend, il y a une voiture qui vient vendre que des bonbons, d'ailleurs, ça s'appelle chez Papate, c'est assez marrant, donc il l'appelait Patrick comme ça. Donc, et donc, c'est assez marrant, la couleur se met en place, et c'est comme si, en effet, cette couleur leur appartenait. C'est-à-dire que c'est une vraie couleur populaire, au sens d'un art populaire. Voilà, et donc, elle, vous avez vu, elle a sa maison verte avec les volets jaunes. Alors après, Sophie les a aidés. Bon, peut-être qu'il ne faut pas mettre à côté. Elle a quand même donné un petit cours de couleur, quoi. Entre-temps, le Pompidou Mobile est venu donc, à Boulogne. Et donc, elle a emmené tout le monde voir le Pompidou Mobile et l'exposition était sur la couleur. Pour la première fois, les gens ont vu un Fernand Léger, un Kupka, un Matisse, un Picasso, un Agam, un Klein, et ainsi de suite. Un Klein. Et donc, elle a donc emmené tout le monde, et c'est drôle, les gens, le fait qu'ils aient parlé de couleur, qu'ils aient peint leur maison, ont compris d'ailleurs quel était dans la modernité l'apport de la couleur. On a même lu des textes de Fernand Léger où il explique que voilà, la rue avec sa publicité, c'est la modernité et tout. Donc on a pu lire en fin de compte un texte de Fernand Léger qui a été compris immédiatement par tout le monde. Et après, donc, ce qui est assez étonnant, c'est que on s'est dit, mais peut-être qu'eux, ils devraient voir leur maison de l'Angleterre. Et donc, comme j'avais une relation avec la Fondation de France, j'ai demandé de l'argent à la Fondation de France pour emmener tout le chemin vert en Angleterre, donc sur un ferry, alors qu'eux, ils en voient tout le temps passer, mais ils n'y sont jamais allés. Et on est allé donc en Angleterre, un jour de temps clair, avec des jumelles, voir leur maison. Et après, on est revenu en ferry pour voir quand même que la côte était très belle. Et donc, c'est pas grand-chose, mais voilà, ils ont découvert qu'en Angleterre, il n'y a pas d'euros. Comme on leur avait donné un peu d'argent de poche, ils n'ont pas voulu de l'argent. Ils disent non, on ne prend pas d'argent, c'est des faux. Quoi. Mais non, ce n'est pas des faux, c'est une livre. Donc, même tout ça, ça participe de comprendre l'Europe, comprendre l'Angleterre, pourquoi l'Europe n'a pas la monnaie, pourquoi les bâtiments de France, pourquoi la colonne de la Légion d'honneur. Napoléon était là pour envahir l'Angleterre. Après, elle leur a appris à repêcher. Il y a plein de moules, mettons, en bas. Donc elle leur a appris à remanger des moules, à pêcher du poisson, à se baigner. Mettons, on ne se baigne plus parce que comme on est moche, comme on est gros, en fait, on ne se montre plus, quoi. Elle a donné, vous avez vu, la communion, quoi. Donc de la communion, on a fait une fête un peu genre une fête à Saint-Tropez. On avait loué une tente blanche, un gâteau et tout. Il y avait la musique, tout le monde a dansé, on a filmé la fête et tout. Donc c'est redevenu tout à fait normal. On serait cru dans une vie normale, quoi. Donc, est-ce que ça, pour finir, c'est pas de l'architecture? Voilà. Moi, je pense que c'est le b.a.-ba de la vie, et c'est le b.a.-ba de l'architecture, c'est l'environnement, c'est le jardin. Donc moi, j'avais à l'époque une stagiaire d'un grand architecte japonais là, qui m'avait donné à l'agence. Elle s'appelle Kanae Otani. Et donc, Kanae Otani était là-bas, elle ne parlait pas français. Et donc, eux, ils parlent ch'ti, c'est assez dur de les comprendre. Donc, c'est assez drôle, elle parlait japonais, ils parlaient ch'ti. Et donc, c'était un truc invraisemblable. Et ils ne pouvaient pas prononcer Kanae Otani.
donc il l'appelait canoë-kayak. Et donc, Canaë donc, a découvert, d'ailleurs Canaë, elle en a pleuré de voir cette situation, elle a appris à refaire des légumes, par exemple. Elle a fait pousser des citrouilles, un enfant n'avait pas compris que Halloween, ça faisait référence à un vrai légume. À un moment donné, il porte une citrouille et il est dans un état de jouissance pas possible parce que ça a poussé dans son jardin. On a fait venir donc Kinya Maruyama, donc, qui est venu construire une aire de jeu. L'office d'HLM m'a dit, mais ils vont tout voler. Je dis, attends, on va d'abord faire l'aire de jeu, on verra après. Après, quand même, on m'a dit, fais attention, l'aire de jeu n'est pas réglementaire. Si quelqu'un tombe, tu seras responsable et tout. On a décidé un jour de se réunir tous. On a dit, bon, l'aire de jeu est en bois. Et ben, le 15 septembre ou le 5 septembre, quand les enfants rentrent à l'école, vous avez le droit de démonter l'aire de jeu et de faire le bois de l'hiver. Et donc, comme on avait mis des poêles dans toutes les maisons pour qu'elles soient chauffées, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les charges, et qui font du bois ramassé sur les chantiers, on a eu une aire de jeu qui est devenue chauffage d'hiver. Et donc, même ça, c'est de ne pas aller jusqu'à la dégradation, enfin, d'anticiper, et éventuellement, en effet, pourquoi ne pas chauffer avec l'aire de jeu dont on ne se servira pas l'hiver. Et peut-être de la reconstruire tous les ans. Peut-être que reconstruire l'aire de jeu au printemps, c'est un acte collectif pour préparer l'été des enfants. C'est de l'architecture. Donc vous êtes combien là? On tient à combien là? 150 là? Il pourrait y avoir 150 opérations. C'est ça qui est terrible. Quoi. Il y a 25 000 architectes. Il suffirait que les 25 000 architectes prennent de manière militante, parce qu'on ne peut pas se faire payer sur ça, un étudiant qui ferait un travail comme ça, un logement. On aurait 25 000 logements, peut-être 50 000. Et peut-être qu'on atteindrait l'objectif que le président de la République s'est fixé, qui est invraisemblable. Parce que c'est un chiffre, mais c'est un chiffre qui est en dehors de la réalité si on ne change pas la méthode. Il y a 6 millions de logements sociaux. Donc il y a un marché quand même. Donc, personne ne dort. Plus directeur, mais pour le prochain ou pour les professeurs, parce que c'est un ami à moi qui est devenu directeur général de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Il a travaillé à Clermont-Ferrand, il a après été à Rennes, c'est avec lui que j'ai mis en place l'université. Voilà. Et Nicolas est un personnage assez atypique. Je pense que ça serait bien d'inviter Nicolas Ferrand à l'école. Voilà. Et de vous mettre dans une relation, l'école est dans la ville nouvelle. Et si, tiens, l'école faisait un tour dans la ville nouvelle, car je pense qu'à Emerinville, il y a des états de logement qui ont été construits en 1974. Moi, j'ai travaillé dans des agences qui le faisaient, qui ont donc 40 ans, oui, 40 ans, qui sont dans un état déplorable. C'est tout près de chez vous. Il suffit, c'est pas la peine des fois d'aller à Calcutta ou à Rio pour voir des favelas. Voilà. Il faut des fois y aller en métro.